Bonsoir, bienvenue à Los Angeles, à Beverly Hills. On va parler de la France, on va parler de Gabriel Zucman, on va parler de la situation, j'allais dire, qui me dégoûte en France, qui me préoccupe beaucoup parce que la France est en train littéralement de sortir de l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi l'attaque Zucman est un écran de fumée en réalité, qui sert finalement à masquer des projets de surimposition qui vont s'abattre sur des foyers largement moins riches, entre guillemets, que ceux qui sont présentés comme l'étendard à abattre par Gabriel Zucman et par beaucoup de journalistes, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, on parle de 1800 familles. Non, Amélie de Montchalin et Bercy parlent d'imposer, et ce sont des sources tout à fait officielles, les Échos de cette semaine, à 0,5% au minimum, les foyers qui dépassent les 2 millions ou les 10 millions de patrimoine, tout compris. Immobilier, actifs financiers, actifs professionnels, donc à 2 millions. Ça, c'est la beauté de Beverly Hills. À 2 millions de patrimoine, vous êtes beaucoup plus proche du foyer modeste qui a un peu réussi que des 1800 personnes les plus riches. Alors, pour la petite histoire, je suis à Beverly Hills parce que je suis à Santa Monica. Je suis à Los Angeles. Quand je suis installé à Los Angeles, je ne vis pas à Los Angeles, mais je m'installe à Santa Monica parce que j'y retrouve un côté un peu Riviera, mode de vie un peu monégasque. Je fais du sport le matin en fonction des gens qui sont avec moi, des femmes qui sont avec moi. Je passe des moments agréables et puis après je viens à Beverly Hills, sérieux, je prends une douche, je viens à Beverly Hills. Je plaisante bien sûr, mais je veux dire, je viens travailler, j'ai des bureaux, je partage des bureaux, plus précisément avec un avocat qui est pas le bureau qui sont pas loin d'ici, on va se diriger vers les bureaux d'ailleurs. Et puis je vais beaucoup dans les restaurants autour de Beverly Hills, dans les parages, comme vous le voyez, bon, c'est très connu, là on était sur Rodeo Drive. C'est une partie qui est vraiment... il y a encore beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires, c'est connecté à tout le monde, pour ainsi dire. Il y a un Cipriani, tous les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le Cipriani, que je sois à Miami, à Monaco ou à Los Angeles, je déjeune beaucoup au Cipriani. Et puis, donc pour revenir à des sujets plus économiques et plus français, ce qui me préoccupe, c'est qu'on va assister à un exil massif de capitaux, tel qu'on y avait assisté en Suède par exemple, ou dans des pays qui ont mis, il y en a eu d'autres dans l'histoire, qui se sont inscrits dans des formes de dérives ultra-socialisantes. En Suède, vous aviez une quarantaine de milliers de familles qui avaient quitté le pays entre 1990 et 2010. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un impôt sur la fortune qui était très important. Même des grandes familles comme les fondateurs d'IKEA qui étaient partis. Et quand la Suède, c'était un gouvernement de centre-droit, mais qui était beaucoup plus à droite que les mouvements de droite ou même prétendument d'extrême droite aujourd'hui en France. Je dis ça pour Marine Le Pen qui est terriblement décevante parce que le Rassemblement national devrait incarner une forme de patriarcat, une forme... Vous savez, c'est drôle, mais aux États-Unis, c'est la première fois depuis des années que je suis aux États-Unis. Alors j'adore les États-Unis, je suis bien ici, vraiment, et même au niveau business, il y a énormément de choses à faire encore aux USA. Mais je reviens de Dubaï, je suis là depuis 4 semaines et j'étais à Dubaï précédemment et à Monaco avant. Et quand on est à Monaco, Monaco c'est la France évidemment, quand on est à Dubaï, il y a un côté patriarcal, il y a un côté ultra-capitaliste et libertarien qui est un peu représenté par qui se traduit finalement par ce qui est l'objectif de Peter Thiel ou d'Elon Musk, des gens qui s'inscrivent ici aux États-Unis dans l'antithèse, l'anti-projet de Soros qui finance Gabriel Zucman très directement. Il faut quand même le rappeler précisément. George Soros, quand je dis ça, beaucoup disent, quand d'autres le disent même, non, on ne peut pas dire que George Soros finance Gabriel Zucman ou... Si, George Soros, hello. George Soros... Thank you very much. Is it normal? I'm French, thank you very much. Bye bye. And, voilà, ça c'est les joies de Los Angeles également. Et quand je dis donc, pour revenir à nos sujets, que George Soros finance Gabriel Zucman, la réalité c'est que, alors il ne lui verse pas sur son compte de la Poste ou du Crédit Agricole, entre guillemets, 300 000 € par an, mais via l'OSF, évidemment que George Soros finance des personnalités comme Piketty, comme Zucman, et qu'il a accordé à peu près 300 ou 400 000 € de dons annuels à une des fondations, une des organisations de Zucman, qui est financée par ailleurs beaucoup par l'Union européenne. Il y a à peu près
c'est 1 200 000 ou 1 300 000 euros de financement qui viennent de l'Union européenne, de la partie douanière de l'Union européenne, qui finance une des organisations de Zucman qui a un seul but, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait voler de l'argent très clairement à des Français honnêtes, qui soient héritiers ou pas héritiers, qu'ils aient travaillé, qu'ils aient entrepris, en attendant c'est leur argent, ils payent déjà sur chaque mouvement. Ça veut dire qu'en France, si on vend quelque chose, si on achète, que ce soit un bien immobilier ou même un litre de carburant, on paye déjà suffisamment de taxes et qu'il y avait une forme de concept philosophique, j'en ai parlé régulièrement, qui consistait à admettre qu'on faisait payer des taxes et on imposait uniquement sur les échanges et sur la création de valeur, mais qu'on n'allait pas imposer sur la détention de richesses. Et que ça s'apparentait à du vol, mais plus à de l'imposition. Et Gabriel Zucman, avec ses nombreuses fondations, réfléchit à comment on pourrait justement surtaxer la population française, donc 1 200 000 ou 300 000 euros qui viennent de l'Union des douanes européennes pour l'EU Tax Observatory, donc un observatoire de l'Union européenne sur les taxes. Et puis après, des gens comme George Soros, et je parlais de Peter Thiel et de Musk, parce qu'aux États-Unis, on en parle très librement ici, beaucoup avec des Français d'ailleurs, on sait qu'il y a deux clans en quelque sorte. Il y a le clan libertarien capitaliste, qui est représenté par des gens, qui est incarné d'ailleurs, qui est poussé par des gens comme Elon Musk ou Peter Thiel. Pourquoi je ne fais pas de politique, Tom Benoît, individuellement? Parce qu'on ne peut pas en faire aujourd'hui sans prendre trop de risques, ou sans avancer. Si on fait de la politique et qu'on a envie de, pas d'être des figurants, justement comme le Rassemblement National, c'est peut-être pas sympathique, mais oui, le Rassemblement National est un parti de figurants aujourd'hui, malheureusement. Peut-être me fâcher avec certains, mais le Rassemblement National est un parti qui ose, dans une époque où justement le plus grand danger, c'est l'illibéralisation de la France, l'anticapitalisation, qu'elle vienne de la gauche ou de la droite de la France, et le Rassemblement National vous dit oui, il faut taxer les grandes fortunes, il faut refaire un ISF, on n'a plus besoin de vous. À partir de là, vous pouvez rentrer dans vos contrées, vous êtes des macronistes, prétendument anti-immigrationnistes. Mais il ne suffit pas d'être anti-immigrationniste pour être de droite, c'est ce que je veux dire. S'il y a bien un parti qui devrait porter des valeurs de droite, c'est le Rassemblement National aujourd'hui. Parce que je le dis très clairement, les valeurs qui sont les seules qui peuvent sauver aujourd'hui la France, c'est des valeurs conservatrices, nationalistes, identitaires, capitalistes, donc avec une unité de mesure en argent respectée, et de droite. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul parti qui représente ça, pas Éric Zemmour, pas qui vient de la gauche aussi, comme je le dis régulièrement, qui est sympathique par ailleurs et qui est plus brillant. Et idem pour Sarac Info, qui par ailleurs est assez évoluée, assez intelligente, si je puis dire. Et donc aux États-Unis, il y a ces clans, pour revenir à un sujet plus international, en tout cas plus moteur de tout ça, parce que c'est ce qui pousse justement les mouvements en Europe. Peter Thiel, donc Palantir, que tout le monde connaît, compagnie qui a fait des prouesses en bourse ces derniers temps, qui a gagné beaucoup de contrats depuis que Trump est au pouvoir d'ailleurs, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un clan justement très solide, il faut qu'il reste justement, qui garde le contrôle le plus longtemps possible pour au moins faire une partie de ménage par rapport à l'autre clan qui est incarné par George Soros. Donc Palantir qui a dû gagner à peu près pour 900 ou 1000 milliards, ce qui est quand même pas négligeable de contrats depuis que Trump est revenu au pouvoir. Et de l'autre côté, George Soros qui va financer, c'est pas vraiment de la gauche, on peut pas appeler ça de la gauche, c'est un peu comme Mathieu Pigasse en France, c'est pas de la gauche non plus, mais ce sont des mouvements finalement qui ont une volonté d'immobilisation. Et par la volonté d'immobilisation, ça me fait penser systématiquement à une femme jalouse. Vous savez, il y a un truc qui est quand même particulier. Quand vous rencontrez, tout le monde l'a constaté une fois dans sa vie, quand vous rencontrez une femme, elle vous aime pour des valeurs qu'elle exécrera plus tard, et elle va vous faire changer, elle va tenter de vous faire changer, presque pour finir par ne plus vous aimer par la suite, si vous acquiescez, et si vous finissez par changer et par aller dans la direction vers laquelle elle essaie de vous guider. Et tous les mouvements de ce qu'on appelle cette gauche mortifère, justement, que ce soit Soros, Pigasse, une forme de macronisme très immobilisant, anti-entreprise, anti-propriété privée, anti-argent, Moi j'ai toujours dit que j'aimais l'argent, mais j'aime l'argent pourquoi? C'est un peu comme on parlait des femmes, je vous ai dit pourquoi, enfin je parlais des femmes, je vous dis on aime les femmes, pourquoi?
On aime les femmes pas pour passer une demi-heure ou une heure avec elles dans un lit. On aime les femmes pour ce qu'elles vous apportent, pour ce qu'on peut vivre. Et on aime l'argent pour ce qu'il apporte, ce qu'il permet. On n'aime pas l'argent pour l'argent. On aime l'argent parce que l'argent est ce qu'on a fait de plus beau, comme les femmes. Je plaisante un peu, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce côté contre nature dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, enfin dans la dérive, dans les mouvements qui conduisent l'Occident vers cette dérive. Et c'est pas anodin, j'y avais pas pensé avant de faire la vidéo, mais c'est presque subliminal si je vous dis que je vous parle de femmes en même temps, parce que dans le côté anéantissement des sociétés, vous voyez, je parlais de Dubaï précédemment, je vous disais, j'ai presque la nostalgie pour la première fois de ma vie en étant aux États-Unis de Dubaï, quand je pense à Dubaï, parce que c'est safe, c'est business orienté, il n'y a pas de... À Dubaï, vous ne faites jamais accoster dans la rue, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a jamais de problème à Dubaï. Vous pouvez laisser votre téléphone portable sur une table, il n'y a pas, personne ne viendra. Et en même temps, il y a le côté patriarcal. Ça veut dire que c'est des sociétés qui ne sont pas... Les mouvements LGBT à Dubaï, ça relève de la... Même pas de la marginalité, mais de l'impossible. Comme en Afrique, par ailleurs, si vous parlez à des Africains, vous allez dire à un Africain... Moi, je me rappelle, j'avais fait des rendez-vous avec des Africains il y a 8 mois quand... Enfin, je peux pas dire ça, non. Mais... Enfin, l'anecdote était intéressante, mais je peux pas la raconter. Mais enfin, je veux dire, à Dubaï, pour revenir sur ce sujet-là, il n'y a pas de mouvement LGBT, il n'y a pas d'ultra-féminisation de la société, il n'y a pas de femmes à des postes clés, en tout cas. Alors là, attention, c'est pas que je veux pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de femmes à des postes clés en France, c'est pas du tout le problème, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, et j'incite aussi les femmes à entreprendre et à être, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas... Surtout qu'il n'y ait pas de mauvaise instrumentalisation de ces propos-là. Mais le fait que la société à Dubaï soit patriarcale emmène une forme de stabilité, de pérennité et d'anti-jalousie qui permet la création de valeurs plus saines que dans les sociétés justement où vous allez vous retrouver avec des personnes comme Gabriel Zucman ou comme justement tous ces mouvements qui ont la volonté d'immobiliser en se disant il faut à tout prix finalement que les groupes ne soient pas libres de créer de la valeur conformément à l'économie de marché. Zucman dit qu'il faut qu'il y ait une économie qui soit à 80%, Piketty, pardon, qui est le même, hein, on les confond, il faut qu'il y ait une économie qui soit à 80% publique. Pour moi, Tom Benoît, c'est l'odeur de la mort, une économie à 80% publique. Il y a quelques années, j'avais fait un entretien avec un philosophe sympathique par ailleurs, avec lequel je ne partage pas du tout les opinions politiques, qui me disait, je pense, que l'économie de marché ne doit pas régir tous les secteurs et qu'il faut que les économies soient davantage publiques. Et pourtant, lui se disait assez hédoniste, assez libertarien, très intelligent, hein, très cultivé par ailleurs, mais pas politiquement, enfin économiquement en tout cas, pas intéressant malheureusement. Et il oubliait qu'il n'y avait pas de frontière finalement entre l'économie publique à 80% et l'économie de marché, que c'était soit l'économie de marché et la régulation par le marché, de l'autre côté avec des règles politiques qui incarnent uniquement le bon sens patriarcal et que l'État ne doit pas être géré comme une entreprise, mais que les États justement doivent être gérés comme des familles, entre guillemets, et que les entreprises doivent être gérées comme des business, comme des entreprises, et qu'il n'y a pas de frontière entre ces deux concepts, si ce n'est la corruption. Et qu'à partir du moment où ça n'est plus la demande finalement qui régit à la fois l'innovation, les Français ont trop peur aujourd'hui, politique, je veux dire, de l'innovation, du mot innovation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui font faillite. Pourquoi Apple décline aujourd'hui? Et pourquoi Tesla avance? Parce qu'il n'y a plus d'innovation chez Apple. Aujourd'hui, Apple, qui marche très fort aux États-Unis aussi, qui va sortir un nouvel iPhone par exemple, va présenter des prétendues innovations qui vont être d'être un petit peu plus fin ou d'avoir un peu plus de batterie. Mais ce n'est pas de l'innovation ça. Mais de l'autre côté, il va faire de l'ingénierie financière très poussée et va réussir finalement à faire fonctionner une machine qui est lancée avec une dimension politique, mais pas novatrice. Et de l'autre côté, vous avez des personnalités justement comme Musk ou Palantir. Palantir, alors c'est très opaque, on va plutôt parler de Musk parce que Palantir, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est beaucoup de contrats avec la CIA, il n'y a quasiment pas de clients, je crois que c'est la société en ratio chiffre d'affaires, nombre de clients qui doit être où le ratio doit être le plus petit. Palantir, je ne me souviens pas du nombre de clients, mais c'est rien. Le nombre de clients d'Apple, par exemple, c'est
des milliards de personnes qui achètent des iPhones, qui achètent des iPads, nombre de clients de Palantir, il n'y en a quasiment pas. Il y a surtout des États. Et donc, vous avez personnalités comme des macronistes aujourd'hui, comme Olivia Grégoire, par exemple, je voyais, pas à la télévision, mais sur les réseaux sociaux, Olivia Grégoire, ministre macroniste, qui déclarait sur un tweet qui répondait à... C'est Manuel Bompard qui était à la télévision. Olivia Grégoire qui répond à Manuel Bompard avec des smileys, ce que je trouve ridicule par ailleurs. Quand on est une personnalité publique, quand on a été ministre, non, on ne fait pas de tweet avec des smileys, c'est pas assez risible, quoi. Et qui répondait à Manuel Bompard qui disait les sociétés offshore, les holdings permettent aux super riches de ne pas payer l'impôt. Et Olivia Grégoire répond avec des smileys en disant mais les sociétés holding, les structures holding sont indissociables de notre système entrepreneurial. Et au même moment, moi la même semaine, je lisais dans les Échos, ici aux États-Unis, mais dans les Échos en numérique, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, donc macroniste, comme Olivia Grégoire. Olivia Grégoire qui est macroniste revendiquée. Amélie de Montchalin qui déclarait « Il faut supprimer les holdings qui permettent la suroptimisation par des foyers très riches qui contournent l'impôt. » Et justement, vous avez au même moment une Olivia Grégoire qui entre en contradiction sans même savoir finalement, ou sans même avoir été informée très directement du degré, on va dire, de conviction communiste et illibérale du macronisme. Parce que je suis convaincu par ailleurs qu'Olivia Grégoire ne fait pas ça en étant totalement de mauvaise foi et que dans le fond, elle est un petit peu moins anticapitaliste que va l'être Amélie de Montchalin ou que vont l'être d'autres macronistes. Parce que le macronisme, c'est quand même un parti qui est fait de... Enfin, c'est une mouvance qui est faite de beaucoup d'opportunisme au départ. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées là. On s'entend bien d'ailleurs avec eux en privé parce qu'ils sont là pour de bonnes raisons personnelles, donc on ne peut pas leur en vouloir, on comprend pourquoi ils font ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que les politiques français sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de détricoter un système qu'ils appellent de la suroptimisation fiscale. C'est vrai qu'il y ait trop d'optimisation fiscale, je vais même dire je suis d'accord, et c'est ridicule. Mais le problème, c'est que s'il y a trop d'optimisation, c'est tout simplement, comme je le disais, parce qu'il y a trop d'imposition de l'autre côté. Et que réellement, l'optimisation fiscale est le revers d'une même pièce qui comprend sur l'autre face la surimposition. Donc effectivement, vous avez beaucoup aujourd'hui d'avoir, comme je disais, le problème qu'on va rencontrer, ça va être l'exil la fuite de capitaux vers l'étranger et le manque d'entrée de capitaux, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur les entrées de capitaux. Aujourd'hui, quand à certaines périodes, par exemple pendant les sommets Choose France, on dit vous avez 15 milliards d'entrées de capitaux étrangers, d'investissements directs étrangers. Déjà, les investissements directs étrangers, pour être tout à fait audible, pour que tout le monde comprenne, c'est des investissements qui sont faits par des sociétés qui vont prendre quasiment une part de poids, alors pas le contrôle total, mais qui vont prendre du poids dans des sociétés françaises. Sauf que, donc c'est pas des achats d'actions, de quelques actions, il faut que la société ait au moins 10% du capital d'une société pour que ce soit comptabilisé comme des investissements directs étrangers. Sauf que vous avez aujourd'hui un problème en France, c'est que on vous dit que la France est attractive, moi je vous dis très sincèrement qu'elle ne l'est pas, et qu'il y a beaucoup, comme il y en avait en Suède justement, qui quittaient la Suède lorsque la Suède était socialiste, il y a beaucoup de Français qui quittent la France parce qu'elle est devenue difficile à manier en tant qu'entrepreneur. Et qu'il y a beaucoup, à ce titre-là, aujourd'hui, de sociétés qui sont étrangères, qui vont s'engager parfois à investir des capitaux. Donc elles font une lettre d'intention, et là vous avez toute une classe journalistique qui déclare dans tous les journaux, en titre, voilà, il va y avoir tant d'investissements directs étrangers pour cette année. Or, si vous revenez l'année d'après, vous vous apercevez que finalement, les sociétés sont revenues sur leurs décisions et n'ont pas investi.
De l'autre côté, vous avez beaucoup de sociétés en effet qui investissent beaucoup, mais elles investissent tellement qu'elles font une forme de... Elles prennent le contrôle et elles prennent les marchés surtout. Ça veut dire que vous avez des sociétés américaines, souvent comme Amazon par exemple, qui s'engagent, et qui le font à investir, mais qui ne vont pas apporter à l'économie française en investissant parce que, au lieu finalement d'injecter de l'argent qui va servir à faire fonctionner l'économie française, elles injectent de l'argent qui leur permettent de mobiliser un marché et donc de posséder le territoire. Mais moi, ce que je voudrais aujourd'hui, je ne suis pas soutenu, pas du tout justement. Donc là, j'ai bien peur que la France coule très sérieusement. Je ne crois pas beaucoup en sursaut de la France, pour être tout à fait sincère, malheureusement. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les Français soient en capacité d'investir à l'intérieur et qu'on ne soit pas une diaspora, comme je le disais, comme Israël par exemple, ou comme le Liban. Israël, c'est différent parce que c'était même une culture très riche avant même qu'il y ait un État. C'était déjà très puissant, très riche, très soudé culturellement, comme les Libanais qui le sont également. J'ai beaucoup d'amis libanais, beaucoup d'amis juifs partout dans le monde. Et ce sont des diasporas, ça veut dire qu'ils existent en dehors de leur territoire en étant très puissants. Et je pense que la France prend un peu ce chemin, ça veut dire qu'on va se retrouver comme les Juifs ou les Libanais vont se retrouver dans un autre pays finalement en se disant voilà, on se sent d'une communauté, mais on ne se sent pas spécifiquement attaché ou au Liban ou à Israël. Et nous, on va se retrouver entre Français en disant on se sent français, mais on ne se sent pas spécialement attaché à la France telle qu'elle est devenue, pour différentes raisons. Et donc, ce qui me préoccupe, c'est qu'on va assister à un exil de capitaux. Alors, il y a beaucoup d'argent justement, voilà, à l'étranger déjà. Je disais, réellement, il doit y avoir à peu près 400 milliards qui sont déjà au Luxembourg. Alors plus, c'est vrai que le Luxembourg, c'est pratique parce que c'est un pays qui est vraiment adapté finalement. Ça se sent pas mauvais, entre guillemets. C'est jamais sur liste grise du GAFI, le gendarme international des flux financiers opaques, comme va l'être Monaco, qui est moins libre en plus, qui n'est pas un État, qui est sous protectorat, ou comme Dubaï. Mais il y a beaucoup de compagnies qui sont à Dubaï et au Luxembourg, dans des formes de paradis fiscaux. Et ce système va s'accroître au rythme de la censure entrepreneuriale qui est en train d'être mise en place. Ça veut dire que quand Gabriel Zucman, il n'y aura pas de débat Tom Benoît, Gabriel Zucman, si France Télévisions l'organisait, je serais très surpris, et de l'autre côté, si CNews l'organisait, je serais moins surpris, mais je pense que Gabriel Zucman, je ne veux pas être désobligeant à son endroit, mais se défausserait. En réalité, je n'ai pas peur d'être désobligeant à son endroit parce que j'exècre tout ce qu'il dit et tout ce qu'il prône comme valeur. Mais je pense qu'il se défausserait parce qu'il sait que je pourrais lui prouver par A plus B que quand il dit l'application de ma taxe permettrait de faire entrer, c'est rien en plus à l'échelle de l'État français, 15-20 milliards par an, moi je lui démontrerai comment l'application de la taxe Zucman, ne serait-ce que par l'effet qui va avoir une dimension effrayante pour tous les entrepreneurs ou tous les particuliers riches, entre guillemets, qui pourraient rester, demeurer ou s'installer en France, cet effet aurait comme corollaire une quarantaine de milliards par an de pertes pour l'État français. Parce qu'il y a des sociétés qui, n'étant plus installées ici, parce que leurs dirigeants ne seraient plus installés ici, ne permettraient plus de générer des prélèvements. Pourquoi la situation de la Suède s'était arrangée au cours des années 2007-2008, lorsqu'ils ont abandonné l'impôt sur la fortune, comme je le disais précédemment, parce qu'ils ont aussi généré davantage d'impositions à l'intérieur parce que le pays fonctionnait mieux et parce qu'il y avait des Suédois qui entreprenaient et qui travaillaient. Donc voilà, la situation aujourd'hui est très compliquée. La réalité, c'est qu'on est en train d'assister tout simplement à un retour de l'impôt sur la fortune. Donc on peut appeler ça la taxe Zucman, ça c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Derrière, ce qui va être mis en place, c'est un retour réellement de la fortune et que les plus préoccupés doivent être les patrimoines qui détiennent à peu près, aller aux alentours de 5 à 10 millions aujourd'hui et pas ceux qui détiennent 100 millions. Donc le ratio, comme je disais, c'est entre 1800 les plus riches ou 40 ou 50, 60 000 Français les plus riches.